waxtaan ci jamono ñu war a waxtaane wàccaayu làmb fi nu toll ci seen combat revanche mbokk yi loolu lépp xaar leen ko samedi fukki fan ak ñaar ci weeru mars en direct ci Walf TV à partir de 21h daje Eumeu Sène Bombardier ak Gaston Production. Walf TV di leen proposer seen marché nag ñu jagleel ko yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci biir marché bi muy nga yore sa magasin di jaay sa ay tissus ay produits cosmétiques nga nekk tailleur jaaykat. Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour ce numéro de Cercle des Arts et nous allons aborder de la littérature dans ce rendez-vous artistique et culturel. Et c'est pour parler de ce nouvel ouvrage de Hamidou Diop qui est professeur de philosophie. Bonsoir Monsieur Diop. Bonsoir Madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. C'est un plaisir pour moi d'être là. Voilà, c'est partagé. Monsieur Hamidou Diop, vous êtes professeur de philosophie, spécialiste en logique, en épistémologie et en histoire des sciences, penseur de la complexité, théoricien de l'anarchisme épistémologique, de l'idée de système dans les théories de la connaissance. Vous êtes passionné de religion, de sciences, d'art et de fiction. Votre credo, penser le monde et se projeter sur l'au-delà. En observateur critique, Hamidou Diop, vous vous servez de votre plume pour inviter à la réflexion. Comme tel, vous avez publié plusieurs articles sur Afrique Monde, dont Entre raison et déraison, un État en quête de caractère pour une idée de liberté. Pourquoi faut-il défendre Sonko? De ma profonde souffrance de la chute des valeurs en milieu scolaire. Vous avez donc pu publier tous ces articles sur Afrique Monde. Voilà, et votre premier ouvrage qui s'intitule Je nous parle en tant que prof de philosophie. Pourquoi ce titre, Hamidou Diop, et que traduit-il? Voilà Madame, merci de la présentation. Alors ça a été juste une tentative de m'exprimer sur la situation du Sénégal, de ma société. Je, c'est moi, et nous, c'est la société. Et quand je dis nous, je fais déjà partie de ce nous-là. Donc je sors de ce nous pour m'exprimer à partir d'une singularité qui est la mienne, mais cette singularité s'adresse à ce groupe auquel j'appartiens. Donc je, c'est moi, et nous, c'est la société. Donc c'est moi qui parle de la société à laquelle j'appartiens. Voilà pourquoi je dis je nous parle. Donc le titre renvoie à un Sénégalais qui parle de la société sénégalaise à laquelle il appartient. Il appartient. Voilà, un Sénégalais parmi les Sénégalais. Un Sénégalais parmi les Sénégalais. Voilà, qui donc écrit ce livre. Que dites-vous dans ce livre et quels sont les thèmes que vous avez pu aborder dans ce livre? Voilà Madame, merci encore une fois. En fait, c'est un regard critique. Un regard critique sur la société sénégalaise, comment ça fonctionne depuis 2000 à aujourd'hui. Donc sur cet ouvrage, sur ce titre d'ailleurs, j'invite les lecteurs à partager un point de vue qui est parti d'eux. Donc un Sénégalais qui vit au Sénégal, qui rend compte de ce que nous sommes en train de vivre dans une société bouleversée, déchirée. Voilà. Donc ce que je traite ici, déjà il y a 3 parties. Les 2 premières parties parlent de la société sénégalaise dans ce qu'elle est au fond, dans ses crises, dans ses problèmes. Et dans la troisième partie, maintenant, je sors un peu de cette société maintenant pour faire un traité philosophique sur des questions que nous avons au quotidien, la question du mal, la question du silence et la question de la liberté. Donc j'ai abordé les thèmes tels que l'enfance, l'éducation en général. J'ai parlé également de la responsabilité grande de l'autorité politique. Parce que l'examen que j'ai fait, c'est que tout le mal que nous souffrons est allaité par la classe politique et par l'autorité politique. Donc au fond, c'est cette thèse-là que je défends. Donc nous souffrons à cause des hommes politiques, comme je l'ai dit dans le livre. Les hommes politiques sont les mamelles de nos souffrances quotidiennes. Tout à fait. Ce sont les hommes politiques et vous avez abordé que de la négation en parlant de ces hommes politiques. Vous avez donc su énumérer un aspect positif sur ces hommes politiques. En fait, c'est que la politique en tant que telle n'est pas mauvaise. La politique n'est pas mauvaise. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est la manière dont nous gérons la cité qui est mauvaise. Parce que la politique, l'art de gérer la cité, et ça ne peut pas être mauvais. Maintenant, comment nous gérons cette société et qui gère cette société-là? Et les ressources que nous avons, les possibilités que nous avons et la jeunesse que nous avons, comment ceux à qui nous avons tout confié ont simplement tendance ou bien ont pour idée de pouvoir gérer tout ce qui entre dans le sens de réaliser un peuple.
Donc la politique n'est pas mauvaise et ne sera jamais mauvaise. Le problème, c'est comment nous gérons cette cité-là, comment nous gérons les affaires de la cité. Maintenant, j'accuse les hommes politiques parce que simplement, ils ont raté leur mission. Regardez la question, par exemple, de l'insalubrité, la question de l'insécurité, la question du développement, la question simplement de la flamme des prix. Et même si on parle dans l'instant, simplement, dans cet instant bien précis, des grèves. Bien sûr. Des grèves, je ne parle pas seulement des enseignants, des transports ont été en grève, la classe, la justice, la santé également. Donc, si on regarde bien, dans tous les démembrements de la société, il y a des bouleversements. Bien sûr. Maintenant, qui est à l'origine? Je ne dirais pas c'est seulement les hommes politiques, mais ils ont tous les moyens, tous les leviers nécessaires qui leur permettraient de mettre fin à toutes ces crises, à tous ces déchirements-là. Donc, au cœur de cette crise-là, l'homme politique a la plus grande responsabilité. Moi, je suis responsable. Vous êtes responsable. Nous sommes tous responsables. Mais la responsabilité première incombe d'abord aux autorités politiques à qui nous avons tout donné. Et donc, les politiciens doivent revoir leur copie en ce moment. Voilà, donc on ne peut pas passer toute une journée sans pour autant parler des politiciens qui ont parfois des attitudes qui ne sont pas du tout malsaines. Voilà, tout à fait. C'est le problème ici au Sénégal. Je dis que est-ce qu'on a même des hommes politiques? Parce que moi, dans mon entendement, je fais la différence entre l'homme politique et l'homme qui fréquente la politique. Il y a des erreurs qu'ils commettent qui n'appartiennent pas aux hommes politiques. Les scénarios qu'ils posent, les schémas qu'ils posent, les programmes qu'ils définissent, la plupart du temps, c'est pour leur propre intérêt. Et ça ne dessine pas un programme qui prend en compte la société dans ses différents démembrements. Ce qui pose un certain problème, c'est que, est-ce que ceux à qui nous confions le pouvoir sont à la hauteur, s'ils sont capables de gérer cette société-là? On prend l'exemple de l'éducation. On prend l'exemple simplement de la jeunesse qui cherche le travail, c'est-à-dire la question de l'emploi. Quels sont les schémas que les autorités ont dessinés et qui permettent de prendre en charge toutes ces questions-là? Les solutions ne manquent pas. Le Sénégal n'est pas un pays aussi pauvre que cela. Les Sénégalais ne sont pas mauvais. Donc qu'est-ce qui ne va pas? Et si vous regardez bien notre classe politique, il y a quelque chose qui est très décourageant. Des gens qui sont nés dans la pauvreté, qui n'ont jamais connu la richesse et qui en fréquentant la politique, au bout d'1 an, 2 ans, deviennent des millionnaires, des milliardaires. C'est cette pratique-là qui est malsaine. C'est pratiquement qui ne sied pas à la condition d'un dirigeant politique. Un dirigeant politique, c'est quelqu'un qui se dit « je m'offre à mon peuple, je m'offre à ma cité ». Mais comment on peut s'offrir à sa cité, à son peuple, sans pour autant avoir le sens du sacrifice? Tout à fait. Donc le problème fondamental ici, c'est qui dirige et comment il dirige. Et la politique en tant que telle n'est pas, comme je l'ai dit, n'est pas une chose mauvaise ou dangereuse, mais c'est au contraire un art développé qui permet de prendre en charge toutes les préoccupations d'une population. Mais si maintenant l'autorité politique n'a pas les qualités qu'il faut, les connaissances qu'il faut et tous les moyens qu'il faut pour régler ce problème-là, ça pose un véritable problème de choix politique chez nous. Qui indexez-vous le plus, le parti au pouvoir ou l'opposition? Dans cet instant, j'indexe tout le monde. Je dis même, je nous accuse. Oui. Je nous accuse. Vous, électrice, moi, électeur, et ce qui demande également à gérer. Nous sommes tous responsables. Ce jeu-là, c'est moi, mais je parle de nous en tant que nous sommes responsables du mal. Nous sommes responsables de notre mal. Tout ce malheur-là, nous en sommes déjà les acteurs. Maintenant, qui est le principal acteur dans tout cela? C'est le politique. Mais si vous regardez la classe politique aujourd'hui, j'ai fait un article sur Sonko en disant pourquoi il faut défendre Sonko, mais à cet instant-là de Sonko, lorsqu'on parlait de l'affaire Adji Sarr Sonko, maintenant, la classe politique actuelle au Sénégal a du mal à gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'intégrité, un problème de probité, un problème de conscience et surtout un problème de civisme. Il faut d'abord que l'autorité ou bien la classe politique apprenne le civisme, apprenne la probité et également la citoyenneté qui leur permettrait de se mettre au service de la nation. Donc ce n'est pas seulement les dirigeants, ceux qui ont le pouvoir, c'est la classe politique en tant que telle que moi je remets en question. Donc comment interprétez-vous l'affaire Ousmane Sonko? Vous avez donc d'ailleurs à faire un article sur Afrique Monde en s'interrogeant pourquoi faut-il défendre Sonko. Quelles sont les explications que vous avez eu à mentionner dans cet article? Voilà, pour rebondir, avant de revenir plus amplement dans ce livre. D'accord. Alors l'article, je l'avais écrit pour une raison. Il y avait le président Macky Sall, il est toujours là, et on n'avait pas un interlocuteur qui était capable de se présenter devant Macky Sall et de défendre le peuple. Et on n'avait pas un interlocuteur digne de ce nom devant Macky Sall. Maintenant, moi, l'idée que j'avais développée, c'est qu'il fallait nécessairement préparer un Sénégalais qui serait capable de porter la voix des Sénégalais devant le président Macky Sall. Maintenant, l'idée que j'avais établie également était que si Sonko était coupable
il devrait de toute façon payer. Mais attendant de prouver sa culpabilité, il faut qu'il soit défendu, comme ça il ne sera pas seulement écrasé par la justice. Donc il fallait trouver un Sénégalais qui avait la capacité de s'adresser à Macky Sall. Il était qui, ce Sénégalais? Dans toutes ces classes politiques, tout le monde était absent. Il était le seul qui pouvait prendre la parole, le seul qui pouvait sortir et parler au nom des Sénégalais. Donc là, j'ai demandé, il fallait les défendre. Parce que dans cette partie-là, je m'étais dit que Sonko ne pouvait pas être la solution, mais le pont vers la solution. C'est pas lui qui règle les problèmes, mais il pouvait nous permettre d'aller vers une résolution de nos problèmes. C'est la raison pour laquelle je vais préparer cet article-là. Pourquoi il faut défendre Sonko? Parce que les Sénégalais avaient besoin d'un homme qui pouvait porter la voix des Sénégalais devant l'autorité politique d'alors. D'accord. Et en tant que professeur de philosophie chez Hamidou Diop, comment la philosophie définit la politique? Voilà, la politique, c'est pas compliqué. Dans le mot politique, vous avez le mot police. P-O-L-I-S. Le mot police veut dire cité. Donc, la politique, c'est l'art ou la technique pour gouverner, pour diriger la cité. Mais si on dirige la cité, on gouverne la cité, c'est pour lui permettre de vivre heureuse, épanouie, libre. C'est que toute la politique, c'est juste un art pour que les peuples, pour que les populations, les citoyens puissent arriver à vivre libre et épanoui, heureux. Donc la politique est une promesse de bonheur de la population, ou bien des populations en général. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas de la politique si on se réfère à cette définition philosophique de la politique. Voilà pourquoi tantôt je vous ai dit, moi tout le temps dans ma tête, je vois des hommes qui fréquentent la politique et non des hommes politiques. C'est-à-dire, il y a des schémas qu'ils posent, des programmes qu'ils posent. Si on regarde de plus près, en réalité, ce ne sont pas des programmes pour le peuple. Ce sont des programmes taillés sur mesure pour une clientèle politique bien précise, pour une catégorie bien précise. Mais en réalité, est-ce que c'est le peuple qui a un ultime simplement bénéficiaire? Ça pose problème. Mais la politique en tant que telle est quelque chose de très noble. D'ailleurs, je suis un petit problème. Il y a quelque part où je compare les hommes politiques aux mauvais maris. Par exemple, vous êtes une jeune dame. Moi, je suis quelqu'un qui cherche, par exemple, une femme. Je dis, si vous acceptez d'être avec moi, je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes naïf, vous avez confiance en moi, vous m'avez suivi. Donc, sans arrière-pensée, vous acceptez d'être avec moi. On fait le mariage, on consomme le mariage. 2 mois, 3 mois, si vous venez vers moi, je vous rejette. Déjà, vous avez du mal à me parler correctement. J'ai du mal à vous parler. Vous avez du mal à me retrouver. Donc, ce qui se passe, c'est que les hommes politiques, ils suivent le peuple, comme je vous ai suivi. Ils font des promesses au peuple. Ils font tout pour que le peuple leur fasse confiance. Mais en retour, c'est juste un piège. Dès l'instant que le pouvoir est acquis, c'est qu'ils tournent le dos au peuple. Voilà pourquoi je parle de l'homme politique comme un mauvais mari. Quelqu'un qui trahit la femme qui lui a fait confiance. Voilà, il y a la trahison dans la vie politique, dans le landerneau politique. Et il y a la transhumance. La transhumance qui est un peu bannie dans la société sénégalaise. Si quelqu'un transhume vers un autre parti, on dit que c'est un traître et autre chose. Donc on peut assimiler à ce que un politicien, on peut l'assimiler à un traître en quelque sorte ici. On a vu récemment ce qui s'est passé avec la transhumance de quelques opposants. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas le politique en tant que tel, l'homme politique en tant que tel qui est un traître. C'est les différentes manipulations, les différentes ruses, les différentes techniques qu'il pose qui ne sied pas, qui ne rappellent pas la condition de l'homme politique. C'est-à-dire, si par exemple, on prend la transhumance, ici le problème fondamental, c'est qu'on a beaucoup de gens qui fréquentent la politique qui n'ont pas d'idéologie politique, qui ne savent même pas qu'est-ce que le libéralisme, qui ne savent même pas qu'est-ce que le socialisme. C'est-à-dire qu'ils fréquentent la politique sans comprendre, sans avoir aucune culture de la politique. Et ça, ils ne sont pas convaincus. Ils ne comprennent pas les doctrines. Les doctrines. C'est une doctrine, on la comprend, on la vit, on l'épouse, on adhère et on vit la doctrine. Et là, ce serait très difficile de renoncer à ces doctrines. Maintenant, si par exemple, par camaraderie, par affinité, je viens dans votre parti, pour un oui, pour un non, je peux rapidement partir voir un autre. Mais si par exemple j'adhère à votre parti par idéologie, par éducation politique, par une simple passion politique, ce sera très difficile de renoncer à un parti pour un autre parti. C'est que les gens, la plupart, ne connaissent pas la politique et n'ont pas d'idéologie politique. Raison pour laquelle ils vacillent, ils simplement passent d'un parti à un autre parce qu'ils n'ont pas de conviction en réalité. Donc il faut adhérer à un parti en s'inspirant de l'idéologie ou de la doctrine de ce parti avant de s'y adhérer. Voilà, tout à fait. Cela veut dire, si vous créez un parti politique, vous partez d'une doctrine, d'un enseignement, d'une politique, d'une philosophie politique. Donc il faut être bien imprégné de cette doctrine. Absolument. Voilà.
Voilà pourquoi tout à l'heure je reprends, je dis, on a des hommes qui fréquentent la politique mais qui ne sont pas des hommes politiques. Parce qu'il leur manque véritablement la culture politique. Qu'est-ce que la politique? Quelles sont les grandes doctrines politiques? Qu'est-ce que la politique peut promettre au peuple? Quelles sont les techniques et les ruses qu'un politique peut utiliser? C'est qu'il y a ce manque criard de culture politique dans notre classe politique actuelle. Voilà, donc les hommes politiques doivent apprendre à faire de la politique, surtout ici au Sénégal. Et par rapport aux pays occidentaux, comment l'appréhendez-vous du côté de la posture de l'homme politique sénégalais? Et si vous appréhendez les deux côtés, qu'est-ce qui reste chez nous, ou bien les autres sont plus aptes, ou bien ont plus de qualité pour faire de la politique que nous? Oui, la politique. Ça dépend de l'angle sur lequel, nous en philosophie, de l'angle sur lequel on l'aborde. Je pourrais parler par exemple de quelqu'un comme John Locke, de quelqu'un comme Rousseau, de quelqu'un comme Pufendorf, ça dépend. Il y a beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup d'écoles. D'écoles. Maintenant, si on prend les avis sont divergents. Maintenant, si on considère par exemple quelqu'un comme Machiavel. Machiavel, lui, c'est lui le plus populaire. Hein, voilà, c'est que lui, il théorise le cynisme politique. C'est-à-dire la politique de la carte et du bâton. Moi je disais même souvent à mes camarades que Abdoulaye Wade c'est du machiavélisme renversé. D'ailleurs il y a un article que j'ai écrit un chapitre que j'ai fait sur Abdoulaye Wade, mais où je l'accuse de tout ce qui nous arrive. Lui, Abdoulaye Wade. Ça je dis clairement que le mal dans lequel nous baignons, il en est l'ultime acteur. Pourquoi? Si vous considérez par exemple ceux qui sont là aujourd'hui, ce sont les enfants d'Abdoulaye Wade. C'est l'héritage d'Abdoulaye Wade qui gère actuellement le pays. De 2000 à aujourd'hui, tous ceux qui sont là sont partis des ailes d'Abdoulaye Wade. Donc si nous sommes dans le bonheur, je dirais que c'est l'héritage de Wade. Si nous sommes dans le malheur, je dirais que c'est l'héritage de Wade. Donc imaginez ces classes politiques de 2000 à aujourd'hui, ce qu'on a vécu. De 2000 à 2012, on pouvait dire que ce n'était pas aussi catastrophique que cela. Mais à partir de 2012, on connaît un autre Sénégal, une autre politique. Et cela montre quoi? Regardez bien activement dans ce pays, pratiquement, tous les secteurs sont en panne. Aujourd'hui, on a du mal à respirer clairement, à vivre correctement dans ce pays. Regardez la flambée des prix. Regardez simplement, tous les secteurs sont en grève ou bien menacent d'aller en grève. Et pourtant, les riches continuent à être riches. Des gens qui sont nés riches sont devenus riches, qui sont nés pauvres sont devenus riches à partir de la politique. Comment peut-on expliquer cela? Ça n'existe pas chez les Occidentaux. C'est chez les Occidentaux, la politique n'est pas compliquée. C'est que tu as une doctrine politique, tu as une idéologie politique. Il y a des règles, il y a une discipline politique, on adhère, on respecte. Il y a dans tous les cas, dans la politique, il y a toujours des coups bas, ici comme ailleurs. Mais nous, notre problème, c'est que ce que nous devons faire, on ne le fait pas. Moi, la chose qui me déchire le plus dans ce pays, lorsque je parle de la politique, c'est que je vois par exemple un Amidou qui est né pauvre, qui a grandi dans la pauvreté, qui a évolué dans la pauvreté, qui en fréquentant la politique, au bout de 6 mois, d'1 an, il devient riche. Comment peut-on expliquer ça? Dans les autres pays, ça n'existe pas, peut-être en Afrique, mais à l'Occident, ça n'existe pas. Donc, ce sont ces pratiques-là que j'ai voulu dénoncer dans cette ouvrage-là. Maintenant, la politique, ici comme ailleurs, il y a toujours des rues, il y a toujours des coups bas. Il y a un penseur, quelqu'un comme Jacques Attali, qui dit le pouvoir politique, ça rend fou. Donc, il ne le dit pas depuis l'Afrique, mais il le dit depuis l'Occident. Depuis l'Occident. Donc le pouvoir politique, ça rend fou. Et si on connaît l'exemple d'Abdoulaye Wade, on se rend bien compte qu'il n'a pas tort. Ça rend absolument fou. C'est une sorte de drogue que nous consommons qui nous confisque la conscience. On pense qu'on peut représenter Dieu sur terre, on peut se permettre n'importe quoi. Et regardez bien la gabegie dans ce pays. Oui, ça s'explique. Donc la description faite par Machiavel sur la politique, voilà, on peut la généraliser partout. Mais à chaque fois qu'on parle de Machiavel par rapport à la politique, c'est toujours négatif. C'est-à-dire, c'est pas négatif. C'est-à-dire Machiavel, c'est pas une théorie négative. C'est-à-dire, lui, il a une ligne politique précise. Quelle est sa ligne politique? Il théorise par exemple ce qu'on appelle le cynisme politique. D'accord. Le cynisme politique, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, je veux une chose, comment je dois faire pour l'obtenir? Tous les moyens sont bons. C'est ça l'un des piliers de la politique de Machiavel. Déjà, ça reflète, M. Diop, la négation, parce que quand vous dites que tous les moyens sont bons, en fait, pour faire de la politique, déjà, on peut faire n'importe quoi, donc. C'est que lui, je dis, dans sa ligne politique, dans sa doctrine politique de Machiavel. Il y a un Rousseau, par exemple. Oui. Il y a un Hobbes, par exemple. On peut partir d'Aristote. Mais Machiavel, il théorise le cynisme politique. C'est-à-dire, il y a la politique. Comme il parle déjà du cynisme, ça ne peut être que ça. Voilà. Voilà. Donc ici, il y a l'idée de montrer que le mal et le bien, il faut les mettre à côté. Il faut préserver l'intérêt du prince et l'intérêt de la cité. L'intérêt de la cité. Par tous les moyens maintenant. D'accord. Par tous les moyens. Par tous les moyens.
Maintenant, c'est pas, on ne tient pas compte de Dieu, on ne tient pas compte du bien. Voilà. Non. C'est-à-dire, on fait ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est réussir. Donc, ça selon lui, il n'y a pas de vertu en politique, donc. La vertu politique, maintenant, il y a une vertu, mais sa vertu, c'est de ne pas être victime de la morale, du bien, du mal, de Dieu. C'est qu'il transcende ses considérations. Parce que lui, son action politique, c'est réussir, préserver le prince et préserver les intérêts de la cité. Mais chez nous, le problème, c'est qu'on préserve les intérêts du prince et non ceux de la cité. Machiavel, son problème, c'est que lui, en même temps, il faut préserver les intérêts du prince, en même temps, les intérêts de la cité. Mais chez nous, ceux qui pratiquent Machiavel, ceux qui préservent, ce ne sont pas les intérêts de la cité. Ce ne sont pas les intérêts. Voilà pourquoi ils sont de faux machiavéliens. Voilà. Ils ne respectent pas la doctrine. La doctrine, c'est qu'il faut préserver les intérêts du prince, il faut également préserver les intérêts du peuple. Mais ça par tous les moyens. D'ailleurs, quelque part, il dit, entre être craint et être respecté, je veux être craint. Parce que là, il y a plus d'assurance. Et pour Rousseau, comment il a établi la politique, comment il l'a définie? Voilà. Rousseau, son point n'est pas compliqué parce que lui, ce que nous connaissons nous, au Sénégal en termes de démocratie, je pourrais dire même c'est au moins un des enseignements de Rousseau. C'est un théoricien de la démocratie. Et sa théorie peut partir de cette idée-là où il dit l'homme n'est bon et la société l'a corrompu. Il faut faire confiance à l'homme. Il faut faire contrairement à Hobbes qui pense que homini, homonum, lupus, l'homme est un loup pour son semblable. Donc Hobbes il va théoriser ce qu'on appelle le monarchisme politique, mais Rousseau il va dire puisque les hommes sont nés bons, donc ils n'ont pas besoin d'être étouffés. Il faut leur laisser le temps de s'organiser, mais ça par le jeu de la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, il y a les règles, il y a tout ce qui s'ensuit. Je vais vous donner un exemple. Quand on parlait quand on parle de la loi, quand on construit une loi, Rousseau dit pour construire une loi par exemple, il faut voir est-ce que le peuple pour qui la loi est dite est capable d'appliquer la loi. Il donne l'exemple d'un bâtiment. Si vous voulez construire un bâtiment par exemple, il faut étudier le sol et voir est-ce que le sol peut soutenir le bâtiment. Cela veut dire quoi? Tant que l'étude n'est pas faite à partir du peuple pour voir est-ce que telle loi peuvent être supportées par le peuple, il dit que cela c'est pas possible. Et il revient également sur la séparation des pouvoirs, sur le gouvernement, sur le citoyen, sur le peuple, l'équilibre. On a quitté la nature, on est arrivé en société. Donc, lorsque nous sommes arrivés en société, est-ce qu'on doit continuer à souffrir ou bien être dans ce qu'on appelle la guerre de chaque côté? Non, c'est pas possible. Donc, les règles du jeu sont des règles démocratiques. Et la démocratie, c'est quoi? Le pouvoir n'appartient pas au président. Le président n'a pas le pouvoir, il n'existe pas le pouvoir s'il exerce. Mais le pouvoir ne lui appartient pas. À qui appartient le pouvoir? C'est le peuple. Donc, on lui confie pas le pouvoir, on lui confie l'exercice du pouvoir. C'est ça qu'il faut préciser. Il y a le pouvoir qui n'appartient qu'au peuple qui est souverain, mais ce pouvoir maintenant, on ne le confie à personne, on ne le délègue à personne, on l'offre à personne. Mais l'application du pouvoir, on la confie à ce président qui a été élu. Donc Rousseau nous inscrit dans une théorie politique, mais dont l'arrière-fond est la théorie de la démocratie. Y a-t-il d'autres philosophes qui ont encore étudié ou analysé toujours la politique? On peut en parler. Il y a quelqu'un comme Nietzsche Nietzsche, il a parlé de la politique. Nietzsche a parlé de la politique. Quelle a été sa ligne en décryptant le pour lui, tant que l'État est là, le peuple va souffrir. Tant que l'État est là, le peuple va souffrir. Le peuple va souffrir. Dans son ouvrage qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra, le chapitre où il parle de l'État, il l'a intitulé de la mort des peuples. Lui, il maudit l'État en quelque sorte. Il maudit l'État. Il y a une célèbre phrase de Nietzsche que tout le monde a entendue. Lorsqu'il dit l'État est un monstre froid qui passe tout son temps à mentir froidement au peuple. Parfois, c'est ce que disent les citoyens. Parfois, vu l'attitude de certains pouvoirs politiques, on se dit que ce sont des monstres parce qu'ils se suent sur le dos des citoyens aussi. Voilà. Je pense que d'une part, il a raison. Il n'a pas tort parce que l'État ne fait que sucer le sang du peuple en quelque sorte. Les ressources qu'on leur donne, les moyens qu'on leur donne, les hommes qui sont mis à leur disposition, en réalité, qu'est-ce qu'ils nous donnent, qu'est-ce qu'ils nous garantissent aussi? Faisons l'équilibre, faisons la balance, on va se rendre compte. On leur garantit tout. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il nous garantit? Nietzsche, il a été plus méchant envers les hommes politiques. D'ailleurs, le chapitre, il s'appelle de la mort des peuples. C'est-à-dire, pour lui, l'État est né pour que certains meurent. D'ailleurs, il dit qu'ils sont dans la boue. Les hommes, ils sont dans la boue. Plus ils ont de pouvoir, plus ils ont de l'argent, plus ils en veulent davantage. Il les appelle les singes grimpeurs. Donc lui, il demande à ce que l'État soit éliminé. Il n'est pas le seul. Les journalistes également, les Marx, les Lénine, on demande à ce que l'État soit éliminé. Parce que ce sont des théoriciens qui demandent à ce que l'individu soit libéré. Voilà. Maintenant, chez Rousseau, l'individu ne va pas être libéré, mais les lois ne sont pas des lois qui sont imposées à l'individu. Les hommes sont d'accord sur les lois. Les lois émanent de nous.
Nous sommes ceux qui définissent les lois, ceux qui établissent les lois. Et les lois sont devenues par rapport à nos intérêts, à nos préoccupations. Donc, qu'est-ce que suggère Nietzsche à la place de l'État? C'est-à-dire, comme les jadasistes et les marxistes, on élimine l'État, on libère l'individu. Ce sont des théoriciens qui font l'apologie de la liberté individuelle. D'accord. Donc, si l'État est déconstruit, qu'est-ce qui reste? D'ailleurs, le Marx et Lénine, il parle de dépérissement de l'État, une sorte de sevrage progressif. Doucement, on élimine l'État. Mais les hommes sont ce qu'ils sont, il faut leur faire confiance. Et ils prennent l'individualisme. L'individualisme. Mais le problème, c'est qu'ils font confiance à l'homme. Ils font confiance à la bonne disposition de l'homme, à pouvoir faire le bien, à pouvoir aller dans le sens. Parce que là, il y a liberté. Et si on confisque à l'homme sa liberté, on lui confisque ce que Rousseau appelle sa dignité. Donc nous sommes, en tant que nous sommes des êtres de liberté. Et c'est cette liberté-là qui définit ce que nous sommes en tant qu'être libre, mais être également être de dignité. Donc en éliminant l'État, qu'est-ce qui reste? Mais on respecte la liberté de l'homme. La fin de l'État coïncide avec la restauration de la liberté de l'homme. Maintenant, moi, je ne demande pas à ce que l'État soit éliminé. Non, non, non. Je demande à ce qu'on définisse une nouvelle catégorie d'hommes politiques dans ce pays. Des gens qui aiment le peuple, qui ont le sens du sacrifice, des gens qui sont prêts à faire tout ce dont ils sont capables pour que au moins tous les Sénégalais, sans exception, puissent se sentir à l'aise dans ce pays qui est le Sénégal. Je ne demande pas à ce que l'État soit éliminé, mais qu'il puisse être au service de la nation. Quel philosophe encore pouvez-vous citer, M. Diop, pour toujours parler de la politique? Je donne l'exemple de Platon. De Platon. Platon. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il nous a un peu jeté des fleurs, nous les philosophes, parce que quelque part il dit il faut que les philosophes deviennent rois ou que les rois soient à la philosophie. Là, parce que peut-être pour lui, ce sont les philosophes qui comprennent la société. Exactement. C'est-à-dire, pour lui, la mort de Socrate est due à la mauvaise gestion. Et cette mauvaise gestion, simplement, relevée de la responsabilité des sophistes. Donc, un homme est mort à cause d'une mauvaise gestion de la cité. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a un esprit ailleurs, un esprit éveillé, un esprit libre, qui a la culture du bien, qui sait la vertu, qui connaît l'excellence, et qui est préparé à distinguer le bien du mal, le vrai du faux. On lui confie le pouvoir. Est-ce qu'il va faire le mal? Il dit non. Donc, en résumé, l'enseignement de Platon, bien l'état de Platon, c'est que si les hommes politiques doivent gérer, doivent être accompagnés, guidés par les philosophes. Si les philosophes ne peuvent pas diriger, qu'ils accompagnent ceux qui dirigent. Et là, il y aura moins de dégâts dans ce pays. Voilà, il y a Platon, donc vous pouvez citer beaucoup de philosophes qui ont parlé. Mais je retiens donc la pensée de Nietzsche par rapport à ce que vous venez de dire. Lui, il n'a pas été du tout indulgent envers les politiciens et il a bien fait et beaucoup vont approuver ce qu'il a dit sur la politique. On pensait qu'il n'y avait que Machiavel qui parlait de la politique parce que c'est le plus populaire, mais il y a aussi Nietzsche à côté et qui a été très sévère envers les politiciens, comme vous venez de le dire. Monsieur Hamid Diop, nous revenons sur ce livre Je nous parle, voilà, qui est déjà expressif, je nous parle. Et qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre, Amido? Tous ces différents détails que je viens de poser là m'ont révolté. L'éditeur l'a bien compris, je suis révolté. Révolté, tout à fait. Voilà. La couleur, tout cela, ça parle. Oui, ça parle, il y a la couleur rouge déjà. Voilà. Le ton, les mots choisis, tout cela, ce sont des moments de passion. Même on voit des hommes qui sont... Voilà. On voit des hommes qui sont un peu là. Comment vous expliquer? Mieux voir et mieux comprendre et mieux expliquer. Même si je m'écarte de ce monde-ci, je ne tourne pas le dos au monde. Je m'écarte pour mieux voir. Je donne l'exemple suivant. Imaginez que je veuille lire ceci et que je fasse ça. Oui. Je ne vais pas voir. Mais il nous faut une certaine distance critique pour mieux voir et lire. Donc les philosophes, ils se détachent du monde pour mieux voir le monde et mieux l'expliquer. Tout à fait. Voilà. Ok. En tout cas, voilà un livre purement philosophique. Je nous parle. On aime bien aborder de la philosophie parce qu'on ne peut pas parler donc de certaines choses sans pour ne pas évoquer la philosophie parce que les philosophes sont partout. Voilà, en parlant de la société, en parlant d'amour, en parlant même de la culture dont on est en train de faire. Et voilà, l'éducation, même la philosophie en a parlé. Et aujourd'hui, on voit cette crise dans le milieu éducatif en tant que professeur. M. Hamidou, comment analysez-vous cette situation? Est-ce que vous ne risquez pas de je peux dire, voilà, vous sacrifier en quelque sorte les élèves? Voilà, j'ai fait également un traité sur l'éducation. J'ai fait un traité sur la culture. Quand j'ai abordé le problème du mal, j'ai parlé de la culture. En fait, ça ramasse à peu près beaucoup d'aspects de notre société. Je parle de là parce que je suis parti de 2000 à aujourd'hui. Maintenant,
l'éducation, c'est une nécessité pour l'être humain. D'ailleurs, c'est ça qui fait l'humain. Si on part simplement de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire, on a besoin d'une certaine formation qui nous libère d'une certaine dimension animale ou naturelle et qui nous prépare à être humain. Entre guillemets, nit, pour mu nekk ni, il faut une certaine formation. Ce que Edgar Morin dit, tout ce qui forme transforme. On a besoin d'être formé, on a besoin d'être transformé, d'être éduqué, d'être simplement, comme dit Kant, discipliné. Donc l'éducation est une nécessité pour tout être humain. Maintenant, cette nécessité maintenant doit être toujours réarticulée à la marche du monde. Il y a des choses que nous apprenions il y a de cela quelques années. Est-ce qu'on peut toujours les apprendre? D'où la question de la remise en question, par exemple, du programme de philosophie dont parle très souvent le doyen Sanoussi. Donc il y a un contenu acceptable, mais il y a également des choses sur lesquelles il faut seulement revenir, revisiter le programme. Mais la trame de fond, c'est la question de l'éducation. Et l'éducation n'intéresse pas seulement le professeur, mais c'est la société et ce qui gère la société. C'est la maison, c'est la mosquée, c'est l'église, c'est le marché, c'est ici, c'est partout l'éducation. Maintenant, est-ce que nous sommes dans la bonne pente pour encore nous inscrire dans cette logique d'humanisation et d'éducation? Ça pose problème. Voilà pourquoi j'ai proposé à ce qu'on revienne sur les textes, qu'on revienne sur l'éducation de l'école primaire à l'université, qu'on revoie d'ailleurs quelles sont les valeurs qu'on doit donner à nos enfants prochains. Maintenant, la question relative à l'école, à la crise actuelle, c'est pas compliqué, madame. C'est très simple. C'est-à-dire, moi je suis professeur de philosophie. Vous êtes par exemple fonctionnaire dans un autre registre. On a marché ensemble, on a eu notre licence ensemble, on a eu notre master ensemble, notre maîtrise ensemble. Nous, on parlait de maîtrise. On a eu notre doctorat ensemble, on fait tout ensemble. Moi, je viens de l'enseignement, vous êtes dans un autre corps. À la fin du mois, qu'est-ce qu'on constate? Votre salaire fait 2 ou 3 fois le mien. Ce qu'on a demandé à l'État, c'est pas compliqué. On lui demande juste que ceux qui ont les mêmes diplômes puissent avoir les mêmes traitements. Point. D'accord. Il y a donc des inégalités côté salarial. Des inégalités. D'ailleurs, on a parlé de ce langage. On a dit, dans le système de rémunération des agents de l'État,